Très heureux encore d'avoir sur le plateau Memona Interman. Donc Madame la conseillère, on le rappelle, vous êtes membre de l'Observatoire Éducation et Médias du CSA, ainsi que de l'Observatoire de la diversité. Et la première question, ça serait de se demander pourquoi ces deux observatoires. Quels sens sont-ils? Je crois sincèrement que la diversité de la société, c'est-à-dire toutes les composantes, et pas seulement tel type de pigments, ceux de Catherine, qui est une femme de création, mais je ne voudrais pas qu'on voit que les pigments et pas la culture, les origines sociales, l'âge, parce qu'on voit très peu en fait de jeunes dans les programmes de télévision, très peu de rôles dévolus à des jeunes, parce qu'ils ne sont pas des cibles publicitaires. On voit aussi assez peu d'agriculteurs. On est ici dans une région rurale, et au fond, cette France-là, elle est assez absente des programmes, sauf peut-être tous les ans au Salon de l'agriculture. Les gens âgés. Il se trouve que lorsqu'on regarde des programmes étrangers ou lorsqu'ils sont diffusés sur nos antennes, on aperçoit cette galaxie humaine dans les programmes des autres, peut-être pas à la hauteur de la démographie des pays en question, mais on les voit un peu plus que chez nous. Ça, c'est le côté de la diversité de la société qui, aujourd'hui, est traversée par les turbulences que nous savons. Et ce matin, monsieur l'inspecteur Gilles Brown parlait de cette nécessité de reprendre les valeurs qui nous soudent malgré nos différences. Eh bien, on est sur l'autre versant de ce sujet précis qui est comment vous, votre génération, peut construire un monde meilleur grâce à des pédagogies appuyées sur ces technologies nouvelles. Donc, pour moi, le pont est direct d'un pilier à l'autre. Et si vous interrogez ceux avec lesquels nous travaillons dans cet observatoire des médias, en particulier, je pense à Catherine Jean-Joseph, à Gilles Robert, je pense à Jean-Claude Lescure et d'autres personnes qui devaient venir, mais malheureusement les emplois du temps sont parfois un peu changeants et précaires, et d'autres ne sont pas venus. Mais sur ces sujets-là, nous nous réunissons très fréquemment. Quand ce n'est pas physiquement, c'est par téléphone, et nous essayons de faire en sorte que les diffuseurs, les chaînes de télévision et de radio, puissent comprendre qu'aujourd'hui, cette nécessité-là fait partie de leurs devoirs moraux, éthiques. Voilà. Et en fait, finalement, le lien, il est tout trouvé avec l'établissement, sur le positionnement. En fait, on parle d'une diversité de territoire, pas seulement d'une mixité, en somme. Alors, la diversité de territoire, pour moi, elle est naturelle. Vous savez, je viens d'une île, l'île de la Réunion, qui est à 9000 km d'ici, qui est très ressemblante d'ailleurs par certains aspects physiques à vos montagnes, vos collines, vos monts, paysages volcaniques. Et on sait chez nous que du battant des lames de l'océan Indien jusqu'au sommet du piton de la Fournaise, où se trouve notre volcan, que la diversité humaine, la diversité des territoires font corps avec la constitution même de l'île. Et c'est quelque chose qui nous est naturel. Alors sur un territoire plus vaste, comme celui de la France continentale, ces diversités aujourd'hui s'entrechoquent. L'idée d'être dans un creuset républicain côte à côte, faisant valoir la base essentielle de l'égalité, cette idée-là nous fait un peu défaut. On a peut-être perdu le nord, d'où la nécessité de reprendre pied sur nos valeurs communes qui fondent un socle commun. Et ce ne sont pas des mots, tout ça. Vous savez, par exemple, j'entends le mot République. On le dit vite en passant, on dit c'est la République. Mais non, mais la République, RF, ces deux lettres-là, chez nous, à l'île de la Réunion, elles ont une force d'attraction incroyable. Pourquoi ? Parce que quelles que soient nos origines, et c'est une île qui est française depuis 1642, donc avant la Savoie, avant Nice, avant Menton, eh bien, ces deux lettres-là nous permettent, à nous, enfants de l'immigration, pour la plupart, à part les premiers marins qui venaient se ravitailler ou en eau ou en produits frais, on est tous venus d'ailleurs, tous, ou presque. Et quand moi j'étais enfant, par exemple, j'entendais des commentaires, mais aujourd'hui, ils ne passeraient plus, ces commentaires. C'est-à-dire, est-ce que les Blancs, sur les sommets des montagnes, disaient des descendants d'esclaves, étaient tellement inadmissibles et énormes que ça ne passerait pas la barrière du moindre examen moral. Mais grâce à l'école, justement, et grâce à la télé et à la radio, qui ont fait usage de ces moyens pour
se parler, pour montrer que le médecin qui était de telle origine était aussi talentueux que le médecin qui s'appelait Robert, c'est un nom très fréquent, Payette ou Haro, était aussi talentueux que Moutoussamy, par exemple, ou Aféji. Tout ça est devenu tellement normal, tellement banal chez nous, qu'on n'y fait plus attention. Mais dans les diversités de territoires, nous savons qu'au sommet des montagnes, on a besoin des routes qui passent, des écoles, des mêmes moyens de développement que sur le bas de l'île. C'est une chose très naturelle chez nous. Et je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas chez vous, chez nous. Justement, je vais prendre la parole 5 minutes. Ah, c'est vous le rebelle, hein? Oui. Je voulais vous dire ce matin en passant qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a parfois des mauvaises réponses. Mais vous aviez eu tout à fait raison de poser votre question. Bon, peut-être que ça énerve les profs. C'est normal. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il devrait être content, on lui paye l'école, un super beau lycée, il a tout. En plus, on va lui donner une planche de salut ou une rampe de lancement pour une école rénovée, moderne, etc. Et il râle en plus. Non, je comprends très bien que vous puissiez vous poser la question, et moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? En plus, j'ai des enfants qui sont un tout petit peu plus grands que vous, donc je sais très bien qu'on peut poser des questions parfois pas très sympas, mais qui partent d'une idée, c'est de vous approprier cet espace. Voilà ce que je n'ai pas pu vous le dire ce matin, je vais vous le dire à vous, donc à vos camarades. Merci beaucoup, et je tiens du coup à remercier l'opportunité d'être sur ce plateau, c'est vraiment génial. Et donc, je voulais parler justement de la diversité, vous avez beaucoup parlé de la diversité, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que vous en avez oublié une et qui est très importante, surtout du coup, dans un système éducatif, c'est la diversité intellectuelle. On ne vient pas tous réfléchir pareil, on n'a pas les cerveaux qui marchent de la même manière, on ne va pas apprendre de la même manière, et ce serait peut-être bien que justement, dans une école, dans un lycée, chaque personne puisse trouver sa manière de fonctionner, sa manière d'apprendre. Oui, là j'imagine, mais il y a d'autres personnes bien plus compétentes que moi ici, vraiment, je ne dis pas ça du tout pour me défausser. C'est pas tellement la différence intellectuelle, c'est la différence de sensibilité parfois. Alors comment l'intellect peut-il se déconnecter de la sensibilité qu'on peut imaginer appartenir à d'autres sphères? Je ne saurais le dire. Moi-même, vous voyez, je pense que je n'étais pas forcément une élève semblable à une autre. Et j'ai pensé que la part de rêve ne m'était pas interdite. Donc dites-vous ça. C'est ça surtout qui est important. C'est même si vous sentez, et je le dis à vous et à vos camarades et à ceux qui sont plus jeunes ici, c'est même si vous sentez que vous n'avez pas forcément les mêmes outils que l'autre. Pour reprendre vos termes, votre cerveau ne va peut-être pas à la même vitesse ou pas, il ne fonctionne pas exactement. Mais vous avez le droit, vous aussi, de vous exprimer et surtout d'exprimer votre talent et de croire que vous avez du talent à exprimer. Et je pense que Catherine, qui dirige une école de théâtre, pourrait le dire d'une façon bien plus cohérente que moi. Mais d'un point de vue social, alors je vais me placer sur un terrain que je connais un peu mieux, que je peux mieux appréhender, sur le terrain social. Alors on peut dire, on est ici au fin fond de la France, à la limite, hein, comme chez moi, au fin fond de la Réunion, sur nos montagnes. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des parents qui ont le super bagage pour vous parler des plus grands écrivains, des plus grands peintres, des plus grands artistes, etc., que vous n'arriverez pas un jour à faire éclore un talent aux confins de ces arts. Vous y arriverez. Il faut juste avoir aussi un peu confiance en vous et, pourquoi pas, en votre différence. Ça fait la richesse. C'est pas un vain mot de dire on est riche à être plus nombreux. Peut-être parce que j'ai travaillé en équipe toute ma vie. Et j'ai compris à quel point avoir quelqu'un de différent de soi pouvait être utile. Quand on partait dans des pays en guerre, en reportage, à 3 ou à 4, je peux vous assurer que celui qui allait trouver un bout de pain ou un coin où poser votre sac de couchage, il était aussi précieux que le caméraman, ce qu'on appelle le JRI en France, JRI, journaliste reporter d'image, que le JRI, ou que moi, qui allais montrer ma pomme à la télé. Parce qu'après ça, après avoir fait ma présentation de 1 minute 30, il fallait bien retrouver un lieu où se poser, une prise électrique, quelque chose à manger, à boire. Et donc, l'équipe, la différence, le gars qui souvent n'avait pas fait forcément des études très poussées, ou qui parlait à sa façon, ou qui avait sa manière de voir le monde, ben, il était aussi important que chacun d'entre nous. Chacun avait son rôle, chacun avait sa place. Vous vous souvenez du chant des partisans? J'aime beaucoup ce chant. C'est le chant des partisans, si vous le réécoutez. C'est ici, chacun sait ce qu'il fait quand il passe.
C'est pareil dans la société. C'est pour ça qu'il faut une société qui inclut les gens, pas qui exclut. Pas qui exclut parce que quelqu'un, par exemple, serait porteur d'un handicap. Ou que quelqu'un s'appelle comme ci ou comme ça. Ou quelqu'un a telle ou telle apparence. Et je le dis en passant, la diversité de la société, c'est, comme on dit chez nous en créole, peut-être chez toi on dit ça aussi, c'est nous tous ensemble, hein, nous tous ensemble. Parlons-le un peu en créole après tout, non? Nous ne pouvons pas les créoles. Oh, t'es mis pas loin. Bon. Super, la transition est toute trouvée finalement. Alors Catherine Jean-Joseph, bonjour, vous êtes présidente fondatrice de l'école Miroir, membre de l'Observatoire Média du CSA et de la Commission Images et Diversité du CNC. Et puis on peut le dire aussi, vous avez été récemment distinguée par une décoration de l'Ordre national du mérite, c'était le 5 octobre dernier, notamment en présence d'Audrey Azoulay, la ministre de la Culture et de la Communication. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un peu votre parcours, nous l'expliquer? Merci Evan. Ah ben, bien documenté. Hein. Alors, bon, je m'appelle Catherine Jean-Joseph. J'ai été agente comédien tout d'abord pendant 15 ans de ma vie. J'étais le premier agent de Marion Cotillard et d'autres. J'ai ensuite travaillé à la fiction française, à France 2 puis à TF1. Donc j'ai initié plein de téléfilms, de Toussaint l'ouverture pour France 2, Fait danser la poussière, je m'occupais de PJ, et aussi pour TF1, des films aussi divers, c'est pour ça que la diversité est très large, Françoise Dolto, avec Josiane Balasco, et bien d'autres. Pourquoi je nomme ces films? Tout simplement pour entrer de plein pied dans la diversité. C'est que pour moi, la diversité, c'est les différences, comment se nourrir des différences. La diversité, au-delà de la diversité, que se passe-t-il? Il se passe l'inclusion. L'inclusion, c'est l'acceptation de l'autre. Alors pourquoi j'ai choisi de monter cette école, l'école Miroir, qui existe depuis 2011? C'est que fort de mon expérience dans les chaînes, je me suis aperçue qu'il y avait une population, des jeunes talents qui étaient à la créativité aphone, qui n'avaient pas pignon sur télé, on va dire. Pas sur rue, mais sur télé. Et du coup, se couper de cet imaginaire, c'était se couper de l'imaginaire français dans toute sa globalité. Et bien sûr, au-delà d'une action citoyenne, c'était aussi, économiquement parlant, on ne se permettait pas, à nous, Français, en tant que médias français, de se challenger à l'international. Quand je rencontrais les gens de HBO, ils me disaient, c'est très bien les séries françaises, elles sont intéressantes, mais elles sont un peu aseptisées, et nous, c'est une des raisons pourquoi on ne peut pas les acheter, parce qu'on sent très bien qu'elles ne sont pas représentatives de la société française. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Au-delà de la diversité, de la personne divers que je représente. Moi, je viens des Antilles, je suis née à Paris. Mon père a fait la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père la Première Guerre mondiale, et quand mon père me disait qu'il a eu peur, c'est ce que je racontais hier soir, je disais, on parle des soldats, mais on ne parle pas des identités. Mon père me disait qu'il a eu peur. Oui, il a eu peur. Les soldats ont eu peur en faisant la guerre. Ils se sont confrontés, il est tombé nez à nez avec un soldat allemand qui tremblait, qui avait peur aussi. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas tirés dessus, et c'est pour ça que lui a été vivant, et mon père a été vivant, ils se sont revus après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Les gens, c'est bien de leur donner des identités, avant de dire les migrants, les immigrés, les homosexuels. On a tous des identités multiples. Ça s'appelle la pluralité. Et c'est fort de cette pluralité que nous évoluons tous, parce qu'il y a universel est en chacun de nous. Et nous portons tous l'universel. Et donc c'est ça notre force, et la force que moi je défends à travers ces jeunes qui viennent de la France entière et aussi des dom-toms travailler à l'école Miroir que j'ai créée. Cette école forme les jeunes au métier d'acteur, auteur et réalisateur. Le tronc commun, c'est acting, et on sensibilise au métier de l'acteur et du réalisateur. La première promotion a bien réussi puisqu'ils travaillent tous, ils sont au nombre de 12, 2 années de formation, 1 année d'insertion professionnelle. Donner à ces jeunes le moyen de réussir en leur donnant un réseau et une vraie formation d'excellence. Voilà. Et entourés de professionnels de la profession. Et donc, du coup, la première promotion
pour la citer, parce que j'en suis très fière, c'est qu'ils ont travaillé sur un court-métrage. Ils ont eu le prix Canal+ au Festival de Clermont-Ferrand l'année dernière. Ils ont été diffusés sur Canal+. Ils ont obtenu le prix Jean Vigo, qui est un prix, en tout cas pour nos métiers, très prestigieux. Et ils ont été sélectionnés au César cette année, en février. Voilà, donc ces jeunes ont été au César cette année. Donc c'est vraiment booster leur confiance en eux-mêmes et booster leur créativité là-dessus. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui préparent leurs films ou qui jouent dans des films. La composition de cette promotion, c'est des gens qui viennent de Corse, de Dax, des Antilles, qui sont de toute origine, qui sont français de toute origine. Voilà. Et à la base, ce que je le rappelle vraiment, c'est qu'on est tous une identité à part, mais pas une identité à mettre à part. Voilà. Je vais... Merci. Justement, en tant que du coup directrice d'une école, vous allez pouvoir m'éclairer et peut-être tous nous éclairer sur ce point-là, parce que moi je trouve que dans le système scolaire dans lequel on est au lycée, en tout cas, l'identité c'est quasiment zéro. Enfin, on veut dire, on va avoir des gens qui vont réussir, des gens qui vont rater. Mais alors, qui vont être les personnes qui vont réussir, qui vont être les personnes qui vont rater, on ne sait pas. Ce qu'on va voir, c'est des notes. Et du coup, vous, comment vous faites pour arriver à prendre un individu, dire, toi, tu as ça en toi et je veux ça de toi. Et comment vous pensez qu'on pourrait faire ça à l'échelle d'un lycée? Alors, tout simplement, c'est que il faut aussi comprendre une chose, c'est que on a tous avoir à subir un cadre. Nous avons tous un cadre. Vous avez le cadre scolaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de trouver sa liberté à l'intérieur du cadre. Alors on peut être bord cadre ou plein cadre, mais trouver sa liberté à l'intérieur du cadre. Tout comme la République est un cadre, et nous devons tous trouver notre liberté à l'intérieur du cadre de la République. Et tu peux trouver ton cadre, parce que vous êtes tous différents, mais le cadre est nécessaire. Le cadre est nécessaire pour te permettre de te structurer, d'être toi, d'apprendre et de savoir qui tu seras demain. Mais s'il n'y avait pas de cadre, l'école ne serait pas nécessaire. Et donc, du coup, c'est à partir de là que tu te construis. Moi, quand j'arrive, j'étais une enfant rebelle. À l'école, j'ai été très, très rebelle. Mais j'ai eu un cadre, et heureusement. Et donc aujourd'hui, mes jeunes, on leur donne le cadre. Et à partir de là, tu imagines et tu crées dans le cadre. Et je t'assure, créer à l'intérieur d'un cadre, c'est génial et c'est jouissif. Une fois que tu as compris ça, tu peux y aller. On parle encore de diversité, de mixité dans tout ce que vous nous dites. Ça fait déjà 10 ans que le projet LDVTV existe dans ce lycée. C'est un projet unique, on ne cesse de le rappeler. Finalement, comment votre démarche que vous venez de nous expliquer peut inspirer la nôtre? Quels seraient vos conseils en fait? Il y a quelque chose qu'a dit le monsieur qui est intervenu, j'oublie le nom, sur les cerveaux. Il y a eu le professeur Houdet. Et il y a eu Iris Aberkane. Qui a dit une chose incroyable. Enfin, incroyable. Qui est tout à fait normale et tellement évidente quand il l'a dit, mais on n'y pense pas. C'est le jeu. Jouissif. Prendre du plaisir à ce qu'on fait. Tout le temps. Et on peut le faire. C'est juste... Moi, j'ai eu des professeurs qui ont été... j'ai eu des cours magistraux, mais qu'est-ce que j'ai aimé mes professeurs pour certains. Qu'est-ce que je les ai adorés. C'est eux qui m'ont fait avancer. Et puis, j'en ai détesté d'autres. Mais ainsi va la vie. On ne peut pas être aimé de tout le monde et on ne peut pas aimer tout le monde. Mais c'est juste essayer de prendre du plaisir sur ce qu'on fait. Ne pas essayer de changer le cadre établi. Mais comment est-ce qu'à l'intérieur, on va se réveiller, on va se révéler. Et donc, ça c'est une première chose. Et surtout, avoir confiance en vous. Mais ça se travaille. Alors, à l'école, nous, on travaille ça par le souffle, par la diction. Je donne juste un exemple. Nos jeunes, de la première promotion, ont joué au Sénat. Mona était présente. Ils ont joué une pièce de théâtre parce que nous avons fait un partenariat avec la Fondation Robert Kennedy. Kerry Kennedy, la fille de Robert Kennedy, nous a appelé un jour. Elle m'a dit, voilà, moi j'ai écrit un recueil de témoignages de grands défenseurs des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous savez tous qui est Robert Kennedy. Ça marche pas ?
Pardon, je n'avais pas fait attention en fait. Et je ne sais pas si vous savez tous qui est Robert Kennedy. Robert Kennedy, c'est le frère de John Kennedy, qui a été lui aussi assassiné quelques années après l'assassinat de John Kennedy, en 68. Et donc, Robert Kennedy a fait une chose exceptionnelle, c'est que c'est lui qui a permis aux gens aux États-Unis à l'époque, qui n'avaient pas les moyens de manger, il a créé les tickets repas, les tickets restaurants. C'est l'ancêtre comment il s'appelle, de Coluche, on va dire. Voilà. Donc il a créé ça. Et très tôt pour lui, s'occuper de travailler sur l'égalité des chances et des droits, ça a été son envie. Il a été assassiné, sa fille a repris le flambeau. Donc des gens de Washington sont venus nous voir et nous ont dit, voilà, on voudrait que vous jouiez cette pièce. Speak truth to power, parlez vrai au pouvoir. Kerry Kennedy est venue, je l'ai emmenée dans les quartiers défavorisés de banlieue parisienne. Elle est venue faire une conférence sur les droits humains. Et après, nos jeunes ont joué sa pièce au théâtre, au Sénat, dans les ors de la République. Les jeunes, 2 ans de souffle et de diction, une confiance inébranlable. Si bien que quand Christiane Taubira arrive et qu'elle me dit « je ne vais pas rester », je n'ai pas le temps. Alors je lui dis « allez saluer les jeunes au moins ». Et elle va saluer les jeunes en leur disant « je ne vais pas rester, je ne peux pas rester, je n'ai pas le temps ». Et là, les jeunes se lèvent et lui disent « non, Madame la Ministre, vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous avons travaillé trop dur. Nous avons travaillé pour jouer devant vous ce soir. C'est impossible. » Elle est restée. Elle est restée. Elle est restée jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Cocktail, jusqu'à la fin. Et elle m'a dit « Catherine, vos jeunes me font du bien. Je veux les recevoir à la chancellerie. » C'est ça la confiance en soi. Et ça se travaille, l'esprit et le corps. Un seul et même être. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, complètement. Je ne sais pas si ça marche un peu quand même. Mais Mona Interman, donc on continue sur ces thématiques qui sont quand même riches et intéressantes. Liberté, égalité, fraternité, vous en avez parlé. Catherine Jean-Joseph en a encore parlé. Ruralité aussi. Comment est-ce que la République, elle peut aussi se conjuguer, se parer de ses plus beaux atouts ici à Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, en Auvergne? Comment peut-elle prendre du sens, on va dire, cette République ici, dans ce cadre si particulier? C'est très simple. Il va y avoir des élections dans 6 mois. Vous allez vous inscrire, ceux qui ne sont pas inscrits, et vous allez voter. C'est très bien. Alors, question suivante. Autre question? Oui, il y en a d'autres, des questions. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la ligne de chemin de fer Saint-Étienne-Paris, c'est la plus ancienne de France. On parle de réseau, de maillage, de nouveaux écrans. Est-ce que finalement, il n'y a pas là un chemin tout tracé vers une nouvelle pédagogie, en fait? Une autoroute du savoir entre nous et les décideurs parisiens. Qu'est-ce que je peux répondre là-dessus? Tout. Moi, ce qui me frappe toujours, peut-être parce que je suis une insulaire lointaine, d'abord j'ai fantasmé sur la France. Je suis arrivée ici, j'avais 24 ans, donc comme disait Goethe, la patrie est là où l'âme se forme. Donc mon âme était déjà formée. Mais j'ai toujours été étonnée par ce pays, donc je ne l'imaginais pas comme ça, la France. J'imaginais d'abord beaucoup plus intellectuel. J'imaginais que les gens récitaient, vous là, les vrais Français, que vous étiez en train de réciter des poèmes. C'est vrai, je croyais que vous récitiez des poèmes, que vous étiez très fins tous, très généreux, très ouverts sur le monde. Et en fait, il a été réalisé. C'est comme tous les rêves. Hein. Il y a une part qui se réalise, et puis l'autre part, elle est un peu dans les limbes. Peut-être qu'aujourd'hui, la France doit reprendre possession de sa réputation, parce que c'est vrai que lorsqu'on est à l'étranger, et ça m'est arrivé d'être dans des pays très démunis et très fracturés à l'étranger, d'avoir un passeport français à la main pour passer une frontière, ça vaut de l'or, parce qu'il n'est pas remis en question. Et puis, il y a une révérence à l'égard de la France. Moi, j'aime la France vraiment, passionnément, peut-être d'une façon un peu fleur bleue, encore une fois, parce que je suis née à 8-9 000 km d'ici, et que mon père indien est resté indien avec sa nationalité indienne jusqu'au bout. Mais pour nous, pas question d'apprendre l'hindi, ce qui était une erreur. J'aurais bien aimé parler l'hindi. Et pour lui, il fallait qu'on apprenne le français. Donc on a tous, comme tous les enfants de ma génération, parlé le créole jusqu'à 17-18 ans, jusqu'au moment où on a commencé à travailler.
et puis de faire des études en même temps. Et donc, la déconnexion, je veux en arriver par là, c'est que la déconnexion entre l'image qu'on se fait de la France et la réalité peut être parfois surprenante, déroutante, frustrante. Je peux imaginer aussi qu'il puisse y avoir une déconnexion, un sentiment de frustration entre ceux qui vivent comme vous ici, aux abords de vos montagnes, un peu loin, mais au milieu d'une histoire riche et tellement admirable. Chambon-sur-Lignon quand même, hein, c'est pas loin. Le monde ouvrier de Saint-Étienne, les mines, il y a de quoi se parer de belles postures. Mais quand même, il peut y avoir un sentiment de frustration et d'inégalité entre ce que vous êtes, ce que vous percevez, ce que vous voudriez être, et peut-être ce monde que vous voyez danser sur les écrans à Paris ou ailleurs. En tout cas, pas de complexe d'infériorité, hein. Ça jamais. Jamais, jamais. Et d'ailleurs, Catherine, il y a une chose qui me fait penser par rapport à ce que tu as dit de la famille Kennedy. Pendant les années de la ségrégation aux États-Unis, donc ça a duré jusqu'au début des années 60 et au-delà d'une certaine façon, mais disons que jusqu'au Civil Rights Act de 1964 de mémoire, c'était la bagarre pour pouvoir monter sur les mêmes bus, surtout dans le sud des États-Unis, etc., etc. Et il y a une phrase des leaders des droits civiques. J'ai affiché le discours de Martin Luther King de mon bureau, tu le sais, vous le savez tous les deux. Et il y a une phrase qu'on peut se réapproprier, quelles que soient nos origines sociales, etc. Je vais la faire en français. Personne ne peut vous faire vous sentir inférieur à lui si vous ne participez pas à son jeu. C'est important, ça. Si quelqu'un vous toise et vous dit « Mais toi, tu viens d'où ? Tu viens d'où, toi ? Ah, tu as eu ton diplôme à, je sais pas où, à l'université de Saint-Étienne, et tu as été au lycée de quoi ? De Monistrol, c'est quoi, ça ? Si vous entrez dans son jeu, vous êtes mort. Si vous dites que votre diplôme et votre cursus est aussi valable que quelqu'un qui a étudié à je ne sais pas quelle université prestigieuse, si vous n'entrez pas dans son jeu, il perd. Donc ça, vous voyez, c'est toujours comme ça, ce jeu de va-et-vient dans les relations entre la personne qui se sent discriminée et une personne qui éventuellement peut avoir un regard discriminant sur vous. Donc l'égalité des territoires, elle passe par là aussi. Savoir que ce que vous faites, particulièrement dans cette région, vous êtes quand même dans la deuxième région la plus industrialisée de France. Il y a des gens qui inventent des technologies ou d'autres moyens de faire développer la science et les techniques. Dans cette région, il n'y a aucune raison. Vous voyez, votre question, elle m'a un peu désarçonnée, parce que pour moi, elle ne devrait même pas se poser cette question. Qu'on se pose ce genre de questions quand nous, outre-mer, d'abord il y a la distance, il faut la franchir, et chez nous, il faut payer très cher un billet d'avion. On se dit, est-ce que je vais aller à Paris ou est-ce que je vais aller à Montpellier ? Est-ce qu'ils vont vouloir me sentir comme eux ou pas comme eux ? Plus aujourd'hui, quand même. Aujourd'hui, on doit avoir moins ce sentiment. C'est vrai que à mon époque, quand on arrivait à Paris, on disait, voilà, moi j'ai maîtrise de droit de l'université d'Aix-Marseille, mais des profs d'Aix sont venus à La Réunion. Mais on m'a posé la question au début, mais t'as eu où ton diplôme ? Maîtrise de droit ? Quelle université ? Ah bon ? Tu viens de La Réunion ? J'ai jamais marché dans leur jeu. Jamais. Mais ça vaut pour la vie entière. Hein. C'est pas que de Monistrol vers une capitale